Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité sportive sur Canal 3 Télévision. Les Guépards du Bénin défient en ce moment même au complexe sportif de Fès du Maroc les Lions de l'Atlas. Dans le cadre de la fenêtre FIFA du mois de juin 2025, la dernière confrontation directe entre les deux équipes remonte à 2019 à la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte où les écureuils d'alors, devenus Guépards aujourd'hui, ont éliminé les Marocains à l'étape des huitièmes de finale. Ce soir, c'est un match qui se présente comme une occasion de revanche pour les demi-finalistes de la récente édition de la Coupe du Monde. Mais pour les Guépards, on n'entend pas non plus jouer le rôle des petits gabarits. Également, au menu de l'actualité sportive ce soir sur Canal 3 Bénin, le décryptage du verdict de la Ligue professionnelle de football du Bénin, saison 2024-2025. Les 18 équipes qui vont évoluer la saison prochaine en Ligue 1 béninoise sont connues. Le triple champion du Bénin, Coton Football Club, tout comme Dadia Football Club, vice-champion en titre du Bénin. Dragon Football Club, club le plus titré de l'histoire du championnat national, sont entre autres les clubs qui vont évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. Les Buffs du Bagou, eux, ont obtenu de justesse leur ticket pour la Ligue 1 béninoise. Pendant ce temps, il y a des équipes comme les clubs mythiques Dynamo de Parakou, Dynamique FC de Djougou, Panthère FC qui vont évoluer la saison prochaine en Ligue 2. On fera le point de tout ceci dans un instant avec mes consultants déjà installés en plateau. Le tout premier, il est à ma gauche. Prosper Vondianko, il est journaliste à Radio Cap FM. Prosper, bonsoir. Bonsoir Candide, bonsoir aux amis téléspectateurs du Canal 3 Bénin. Le plaisir est pour nous d'être avec vous ce soir. Un plaisir partagé. En face de vous, Serge Renou de Radio Planète. Serge, bonsoir. Bonsoir Candide, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Nous offrons le plateau de discussion ce soir, tout juste derrière cette transition. Allez, les Guépards du Bénin jouent en ce moment même au complexe sportif de Fès. Le Maroc, les Lions de l'Atlas en amical international. Il s'agit du seul match amical international prévu pour gagner notre 16 hommes au cours de la trêve de ce mois de juin 2025. Le match a débuté à 21h00 et le score pour le moment est de 0 but partout entre Lions de l'Atlas et Guépards du Bénin. Messieurs, le Bénin et le Maroc se retrouvent sur le terrain après la dernière confrontation qui remonte en 2019 lors de la dernière édition. Enfin, lors de la dernière participation du Bénin à une Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 2019 en terre égyptienne. On va dire que ce sont des retrouvailles qui n'ont pas le même sens pour les deux équipes. Pas du tout. J'ai entendu beaucoup de Béninois dire que le Maroc veut prendre sa revanche. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le Bénin a été invité. Moi, je n'ai pas pensé la même chose parce que il n'y a pas de revanche à prendre. Le Maroc n'a pas de revanche à prendre sur le Bénin. 2019, c'est passé, les uns et les autres sont déjà passés à autre chose. Pour moi, c'est que le Maroc cherche des adversaires qui vont lui permettre de garder sa position de première nation du foot sur le continent africain au classement FIFA. Ça peut jouer dans bien d'autres choses parce que à 80% pratiquement, on ne peut pas imaginer une défaite du Maroc face au Bénin. Le Maroc actuel face au Bénin, ça va être très compliqué. Donc le Maroc a déjà battu la Tunisie 3 buts à 0. Vous imaginez ce que ça peut faire au classement. Donc pour moi, c'est un pays qui cherche à maintenir son classement en Afrique et à se repositionner dans le monde, pas forcément à prendre une revanche sur le Bénin. Il n'y a pas de raison de prendre cette revanche-là. Maintenant, le football est ce qu'il est. Les surprises peuvent arriver à tout moment. Je n'exclus pas non plus une très belle prestation du Bénin qui pourrait même surprendre les uns et les autres. Donc, on verra bien l'issue de la rencontre. On verra bien l'issue de cette rencontre. Serge Renour, deux équipes qui s'étaient retrouvées à l'étape des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de 2019 en terre égyptienne. Après, c'est une élimination, bien entendu, de l'équipe marocaine à la fatidique des tirs au but par les écureuils d'alors devenus aujourd'hui Guépards. Les deux équipes se retrouvent sur le terrain ce soir. Le score pour le moment est de 0 but partout entre les deux formations. Une rencontre au goût de la revanche pour les Marocains, mais au-delà de ça, on a entendu Walid Rekragui en conférence de presse dire que s'ils ont choisi le Bénin et la Tunisie, c'est parce que ce sont des équipes qui ont pratiquement une défense plus ou moins compacte sur le continent actuellement.
Bon, tout le monde sait que le Bénin a un jeu défensif. Du coup, les Marocains vont chercher ces failles-là pour les Béninois. Mais pour moi, je peux dire que c'est un match de revanche pour les Marocains, vu que leur dernière confrontation face aux Béninois remonte depuis 2019. Du coup, ils vont chercher à laver cet affront-là que les Béninois les ont donné depuis cette dernière CAN que les... 6 ans déjà. Voilà. Du coup, pour moi, je crois que c'est un match de revanche. Mais après cette CAN-là, tout le monde a vu le parcours des Marocains sur la scène continentale et internationale. Contrairement à nos Guépards qui sont toujours à la traîne. Contrairement à nos Guépards qui sont toujours à la traîne. Quelques informations sur cette affiche Bénin-Maroc. Le match se joue à guichet fermé. C'est peut-être l'occasion, comme on l'a tantôt évoqué, de revanche pour les Marocains après l'élimination surprise en 8e de finale lors de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 face au Bénin. Actuellement, le match est en cours. Le Maroc est bien entendu sur une série de 11 victoires consécutives. Quant au Bénin, les Guépards sont sur une série de 5 matchs sans victoire, 3 nuls, 2 défaites pour 4 buts inscrits et un total de 7 encaissés. En termes de confrontation directe, le Bénin, il faut le rappeler, n'a jamais battu le Maroc. Les Guépards peuvent-ils acter cette première victoire ce soir? On verra bien. Le football a cette petite surprise-là qui peut arriver. On a vu l'Arabie Saoudite battre l'Argentine à la Coupe du Monde 2022, premier match. On s'est dit comment ça peut arriver. Tout le monde était étonné et finalement l'issue on connaît. Donc le football peut nous offrir des surprises. Si ça arrivait, on va pas cracher là-dessus. Mais il faut reconnaître qu'en matière de qualité de joueurs, en matière de standing de joueurs, le Bénin n'est pas à l'image le Bénin n'est pas à la hauteur du Maroc. Vous prenez les joueurs du Maroc, ce sont des joueurs qui évoluent dans des grands clubs, des top clubs. Ce n'est pas le cas avec le Bénin. Vous avez les Achraf Hakimi, les Ben Segui, les Kanous, vous avez les Yacine Bonou, des joueurs qui ont d'expérience suffisamment. Donc le Bénin n'en a pas. On a des joueurs qui évoluent dans des clubs de seconde zone. Donc on n'a pas le niveau du Maroc en matière de foot. Mais si le foot veut nous offrir une surprise, ça peut arriver à tout moment. Ça peut arriver à tout moment. Parlant d'effectifs des deux équipes, bien entendu, le 11 de départ de chaque côté, on va le rappeler très rapidement. Du côté du Maroc, on va dire que c'est une équipe pratiquement revue parce que dans les buts, c'est bien entendu El Kajaoui qui garde les buts du Maroc ce soir face au Guépard du Bénin. En défense, on a Massina Amrabat, Belamari, bien entendu, et pas mal d'autres joueurs alignés également, entre autres El Wadi Ounaï, bien entendu Raimi Saïbari, El Yamik, bien entendu El Kabi, et puis Sahraoui, et bien entendu sur le banc des remplaçants. On a pas mal de joueurs, notamment Achraf Hakimi est sur le banc, El Kanous Bilal est sur le banc, on a mis Youssef El Nesri sur le banc, Ben Segui est sur le banc. Ils ont mis pas mal de grands joueurs de la sélection marocaine sur le banc. Donc ça prouve à suffisance que ce n'est pas une revanche qu'on veut prendre. Forcément, on veut juste tester des jeunes qui sont arrivés peut-être nouvellement en sélection. On veut tester la cohésion du groupe pour voir à quel niveau le Maroc se trouve. La CAN 2025 approche à grands pas. Il faut voir quels sont les joueurs qu'on peut intégrer encore et encore au groupe pour être bien solide avant d'aller à cette CAN-là. Le Maroc, c'est l'une des équipes les plus attendues de la CAN pour avoir été demi-finaliste de la Coupe du Monde pour une première pour le continent africain. Donc c'est l'équipe que tout le monde veut battre lors de la prochaine CAN. Donc il faut renforcer le groupe, il faut aller à la recherche de nouveaux joueurs. Donc il faut les tester, c'est l'occasion de tester de nouveaux joueurs. Vous voyez combien on a mis d'importants joueurs sur le banc. Donc on veut tester de nouveaux joueurs pour renforcer son effectif avant peut-être la prochaine CAN. C'est ce que je pense. Oui, Serge, quand on regarde un peu la liste du Maroc, on a revu un peu l'effectif comparativement à l'effectif qui a évolué face à la Tunisie. Au-delà de ça, du côté du Bénin, les 11 de départ sont bien entendu en attaque. Junior Laïtan, Steve Mounier et puis Jodé Dossou qui est titularisé au milieu de terrain. On a Imouran Hassan, Dodo Doku et puis Ceci et Dalmeda qui a signé un nouveau contrat, bien entendu. Après avoir passé une saison du côté de Apollon Limassol en championnat de Chypre de première division, le milieu de terrain béninois qui désormais qui s'est offert un nouveau challenge. Ceci Dalmeda au milieu de terrain. En défense, on a Yohan Roche, Mohamed Tidjani
Olivier Verdon et puis Tamimou Ouourou sur le côté. Et puis dans la cache, donc Marcel Dandinou. Quand on regarde le 11 de départ des deux côtés, est-ce qu'on peut peut-être espérer que le Bénin puisse sortir des cartes face à cette belle écurie des Lions de l'Atlas du Maroc, qu'il faut le dire, qui est pratiquement la meilleure actuellement sur le continent? Quand on voit le 11 de départ des deux équipes, il n'y a pas match. On sent clairement côté béninois qu'on n'a pas de base, qu'on n'a pas de remplaçant, que notre effectif est vide, le banc également est vide. Il va y avoir beaucoup de joueurs qui jouent le haut niveau, beaucoup de petites pour pouvoir faire ces remplacements. On a vu le 11 de départ du Maroc, c'est presque à 90%. Côté béninois, on a reconduit les mêmes. Même les nouveaux qui sont appelés en sélection n'ont pas eu ces chances-là d'être titularisés. Ça prouve clairement que dans notre effectif, on n'a pas de joueurs. Il nous manque encore beaucoup de joueurs pour jouer le haut niveau. Ils ont titularisé, le Bénin a titularisé tous les joueurs. Le Bénin a mis les âmes qu'il a dans la rencontre en même temps. Sur le banc, vous voyez que ce sont des joueurs de seconde zone, des joueurs qui n'ont pas suffisamment de temps de jeu dans leur club, et des joueurs qui sont dans des clubs pas UP. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en Afrique, qui sont sur le banc. Ghislain Aoudo, Mariano Arwangbo, Samadou Atidjikou, ils sont sur le banc. À part Candace Fiogbe qui est sur le banc, le Bénin a mis tous ses âmes dans le match. Il n'y a pas Candace Fiogbe, bien sûr, et je crois Mathéo Arlinvi qui est sur le banc aussi. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de joueurs de grands noms, voilà. Alors que quand vous prenez le Maroc, on a mis que de petits joueurs, des joueurs on ne connaît pratiquement pas. Tchawad, El Yamik, des joueurs dont les noms ne résonnent pas fort. Saïbari, Ismaël. N'est-ce pas une occasion pour le Bénin de absolument, une occasion très vite profiter, puisque sur le banc, vous avez Steve Mounier, vous avez Tamimou Ouourou qui joue plus ou moins dans un championnat qui attire de plus en plus. Vous avez Olivier Verdon qui a gagné des trophées avec Ludogorets du côté de la Bulgarie. Vous avez Imran Hassan qui évolue à Grasshopper, qui a participé au maintien de son club en division d'élite. Vous avez Dodo Doku, vous avez à la limite Jodel Dossou, mais c'est bon, il a le temps de jeu ces derniers temps. On peut se targuer de dire qu'il fait partie de l'effectif des joueurs, des âmes sur lesquelles on peut compter actuellement. Donc, bref, tout réuni, je pense qu'il y a de quoi croire que le Bénin peut faire quelque chose, puisque le Maroc a mis ses petits joueurs face, entre parenthèses, aux grands joueurs du Bénin. On peut espérer quelque chose. Aux grands joueurs du Bénin. C'est pas parce que le Bénin a titularisé ces grands joueurs, le Maroc, ces joueurs de seconde zone, que le Bénin peut réaliser l'espoir. Non, pas forcément. Mais quand vous regardez la trempe des joueurs marocains qui sont sur le terrain et la trempe des joueurs béninois qui sont sur le terrain, vous avez l'impression que le Bénin peut croire à quelque chose. Le Bénin peut espérer faire un résultat. Le Bénin peut croire que quelque chose est possible. On ne joue pas face au Achraf Hakimi. On a vu le Bénin faire tomber le vice-champion d'Afrique en titre. En Côte d'Ivoire. Absolument. Donc on ne joue pas contre les grands joueurs du Maroc. Donc il y a les petits joueurs du Maroc face aux grands joueurs du Bénin. Donc résultat possible, c'est possible. Résultat possible, bien entendu. En seconde période, le Maroc va de toute façon, on n'en est pas encore là. On joue juste la première demi-heure de jeu. 16 minutes sont passées dans cette explication amicale entre le Bénin et le Maroc. Le score pour le moment n'a pas changé. Le compteur n'a pas bougé. Le score est nul et vierge jusqu'à l'heure actuelle, jusqu'à la minute à laquelle nous parlons, bien entendu. Entre Guépard et Lion de l'Atlas du Maroc, le score est nul et vierge. On va suivre de bout en bout cette affiche amicale de près, mais on va évoluer, bien entendu, dans le déroulé de l'émission sportive de ce soir au plan national. Il faut dire que la 34e et dernière journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin s'est déroulée ce week-end et on note fortune diverse pour les différentes équipes. Vous allez le voir avec la complicité de la régie, les différents résultats de cette dernière journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Dans la poule A, comme vous le voyez sur le tableau, Bani Gansé s'est imposé par un score de 2-0 à l'équipe de Audio FC de Comé. Dynamo de Parcours est allé chercher une victoire à l'extérieur face à Beki FC. 1-0, score nul et vierge entre Dadje Football Club et les Buffs du Borgou, et puis entre Damissa Football Club et Abeille Football Club. 2-0 pour la victoire de Dynamo FC d'Abomey devant le promu Boa. L'US Cavalier s'est incliné en déplacement
à Saval pour en découdre avec son homologue d'Espoir FC. L'Autopopo à domicile a courbé les chines sur le même score devant l'équipe de Dynamique FC de Djougou. 1-0 également pour la victoire de Ponte FC devant son homologue de l'Est, Tonnerre de Boycon. Et puis victoire 2-1 pour REA Sport de Parakou devant l'équipe de l'Est, Tarkounen de Kandi. Après ces différentes confrontations, le classement dans cette poule A reste dominé par l'Adiel Football Club qui est qualifié pour la finale qui va déterminer l'équipe championne de cette saison. Bien entendu, l'Adiel Football Club qui termine leader de la poule avec 63 points au compteur, un goal différentiel de plus 18, 59 plus 15 pour l'US Cavalier qui est deuxième au classement. Espoir FC de Savalou est troisième au classement avec 59 plus 13. L'Autopopo Football Club est bien entendu quatrième, fini quatrième de la poule A avec un total de 57 points, un goal différentiel de plus 12, 56 plus 13 pour Dynamo FC d'Abomey qui vient en 5e position, 6e place pour Damissa Football Club, Odu FC de Koma est 7e, Banigance est 8e et puis les Buffs du Borgou se contentent de la 9e place donc au terme de cette dernière journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. On s'intéresse maintenant à la poule B pour le compte de cette dernière journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin que, comme vous le voyez sur le tableau, les 8 différentes rencontres déroulées. Sur les 8 différentes rencontres, on ne note qu'un seul score nul, bien entendu, entre les Requins de l'Atlantique et l'USS Craqué. Score nul d'un but partout à l'arrivée. Sur le gazon synthétique de l'université d'Abomey-Calavi, étoile filante de Godomé a défié Aziza Football Club au coup de sifflet final. Ce sont les hommes de l'université, enfin, les hommes qui évoluaient à domicile qui finissent la saison en beauté en s'imposant par un score de 2-0. Jules Etcho et Simon Rolanou ont suivi pour nous cette explication. Déterminés à conclure leur saison sur une note positive, les jaunes et bleus des étoiles filantes de Godomé abordent cette ultime journée du championnat avec une envie débordante. Une détermination qui porte ses fruits puisqu'ils s'imposent face à Ziza FC sur le score net de 2-0. C'est Potensi Paterne, positionné sur l'aile droite qui débloque la situation en inscrivant le premier but de la rencontre. Grâce à cette avance, les deux équipes rentrent au vestiaire pour une pause bien méritée. Au retour des vestiaires, les joueurs de Godomé montrent un tout autre visage. Plein d'entrain et bien en place, ils profitent de la fébrilité d'un adversaire en perte de vitesse depuis la 33e journée pour prendre définitivement le dessus. Paterne, une fois décisif, surgit à l'antenne de la surface. Servi dans de bonnes conditions, il arme une frappe imparable qui vient se loger dans la lucarne du gardien, scellant ainsi le sort du match. Clore cette dernière étape du championnat par une victoire était un objectif majeur pour les hommes de Godomé. Mission accomplie, ils laissent éclater leur joie au coup de sifflet final. C'est le travail individuel et collectif ensemble. C'est les choses qu'on a fait à l'entraînement et puis qui s'est répété au match. Être un attaquant, c'est pas rester seulement en attaque, mais c'est de bouger, de jouer dans les pieds en haut, tout là, de jouer. C'est le travail toujours. Et puis, bon, bien mieux. Bon, pour le moment, c'est la fin de saison. Donc on vient de finir le dernier match de la saison. Donc, on attend d'abord. C'est les vacances. On profite des vacances et puis on revient fort. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on doit bien terminer. Et les enfants se sont bien appliqués. Et Dieu merci, la chance a été aussi de notre côté et la victoire est là. C'est que notre philosophie de jeu, c'est qu'on doit mettre le ballon au sol pour pouvoir faire une belle sortie de zone. Ce qu'on arrive à faire. Et aussi, comme vous venez de le dire, aussi dans les transitions, nous sommes souvent là, au niveau du def-off, on est souvent là pour pouvoir bien finir nos phases offensives. Le coach des Étoiles de Godomé est actuellement dans l'attente d'une décision de la direction concernant une éventuelle prolongation de son contrat. Ce n'est qu'après avoir obtenu une réponse claire qu'il reprendra les séances d'entraînement avec son groupe dans l'optique de préparer sereinement la saison prochaine. Voilà donc le résumé de cette affiche que nous a proposé Jules Etcho. Et bien entendu, on va poursuivre avec le classement au terme de cette 34e et dernière journée dans la poule B. Et bien entendu, le classement est dominé par Coton Football Club, un total de 60 points au compteur, un goal différentiel de plus 18, 55
plus de 16 pour Ayema Football Club qui termine à la deuxième position. Les Dragons de Lomé qui finissent en troisième position avec 55 et un goal différentiel de plus 15. L'AS Sobemap finit à la quatrième position. L'USS Kraké 5e, ASVO 6e. La jeunesse sportive de Pobet 7e. L'AS Cotonou 8e. Et puis l'équipe de l'association sportive, bien entendu, du port autonome de Cotonou qui termine à la 9e position dans cette poule B. Messieurs, le verdict est tombé pour les différentes équipes en ce qui concerne la prochaine saison, celle 2025-2026, au thème donc de cette 34e et dernière journée de la Ligue Pro de football du Bénin, celle du retour du championnat national de football du Bénin au format de Ligue 1 et de Ligue 2. Et parlant de Ligue 1 et de Ligue 2, vous avez à l'image les différents clubs qui sont qualifiés pour la Ligue 1 et qui vont évoluer à partir de la saison prochaine en Ligue 1, entre autres Dadia Football Club, Espoir FC de Savalou, S Cotonou, ASVO, S Sobemap, USS Kraké, JS Pobet, Aspac et bien entendu les Buffles du Borgou qui ont frôlé de peu la relégation, sinon la serre en Ligue 2 au détriment de leur place, sinon d'une place en Ligue 1. Prosper, c'est finalement tombé le verdict et certains clubs ont tenu leur rang et vont disputer la saison prochaine en Ligue 1, la Ligue 1 béninoise bien entendu, mais d'autres vont devoir prendre la route de la Ligue 2. Oui, c'est ce que les acteurs ont décidé. Je pense qu'on a passé 4 bonnes années dans ce format qui a permis à tout le monde de jouer, juste pour normaliser une situation voilà, qui pourrissait année après année. Donc on est désormais sur la base de première, deuxième, troisième division. Tout est clair désormais. Les clubs qui ont accédé à la première division savent à quoi s'en tenir et ce qui les attend. Il y en a qui ont sauvé extrémis leur saison, comme les Buffles par exemple, qui ont failli être relégués. Vous voyez les Panthères qui doivent jouer la saison prochaine en deuxième division. Il y a par exemple Béké aussi qui doit jouer en deuxième division la saison prochaine. Donc vous comprenez que la lutte a été âpre. Les clubs ont dû faire beaucoup d'efforts pour être là aujourd'hui. Quand vous regardez les sommets des classements dans les zones, c'est un peu les mêmes points, c'est à l'équivalence près pour toutes pour les formations comme Coton et Dadier, 60 et 62. Donc je pense qu'il y a eu une saison d'objectifs et de défis parce que chacun voudra se maintenir en première division, chacun voudra tout au moins être en deuxième division. Personne ne devait combattre pour la relégation en Ligue 3, mais c'est arrivé pour un club mythique comme Tonnerre de Boycon qui doit jouer la Ligue 3 la saison prochaine. Je pense que quelque chose a mal tourné. La GSO ne doit s'en prendre que à cette erreur-là qui a coûté cette place-là désormais. Je pense qu'on a eu droit à une belle saison. On a eu droit à des clubs qui ont progressé. On a eu moins de bruit de couloir dans les administrations de nos clubs. Donc il y a eu un peu d'effort. Et je pense que si on continue comme ça, c'est qu'on est sur le bon chemin pour rivaliser avec les grands d'Afrique en matière de gestion de clubs, en matière de qualité de championnat, en matière de structure de nos clubs très prochainement. Très prochainement, c'est Renour. On a la saison transitoire vers le format de Ligue 1 et de Ligue 2 est terminée. Les différents clubs qui ont évolué cette saison en Ligue Pro sont fixés pour la saison prochaine, notamment la saison 2025 et 2026. Certains clubs vont évoluer en Ligue 1, d'autres vont prendre part à la Ligue 2, notamment bien entendu l'équipe d'Aziza Football Club, l'équipe des Panthères de Djougou, l'équipe de Dynamique FC, entre autres bien entendu, des clubs qui vont évoluer à partir de la saison prochaine en Ligue 2. Mais pendant ce temps, il y a certains qui ont eu le ticket d'accès à la Ligue 1 pour rester justement dans l'élite. Il faut tout simplement dire que les clubs qui m'ont déçu et qui n'ont pas eu leur ticket pour la Ligue 1, ce sont les clubs par exemple de Adidia Football Club, les Requins de l'Atlantique, l'équipe de Sitatunga par exemple. On attendait mieux de ces équipes-là qui nous ont déçus. Les buts du Borgou qui ont obtenu leur ticket extrémiste, il faut tout simplement dire que on verra de quoi sont capables ces buts du Borgou. Et la saison est terminée pour toutes les équipes. Au niveau du classement général, on s'est
sait déjà que c'est Dadje FC et l'équipe de Coton FC qui vont disputer la finale. Il faut dire que l'autre équipe qui a encore testé tout au long de la saison, c'est l'équipe de l'Auto Popo. Je me rappelle lorsque l'Auto Popo a remporté le championnat, le directeur disait entre-temps qu'ils vont garder le trophée. Voilà, ils vont garder le trophée pour longtemps. Malheureusement, ils ont laissé le trophée pour longtemps. Bon, du coup, de toute façon, il y avait des équipes dans la course qui n'étaient pas justement là pour vendre. Hein. On ne peut pas espérer, on ne peut pas s'attendre à ces résultats de l'auto, puisque voilà des clubs qui sont bien gérés à l'interne, des clubs qui sont très bien structurés, des clubs qui ont vraiment une image qui parle beaucoup. Donc personne ne pouvait imaginer ces résultats de l'auto. Il y a eu vraiment on a lâché prise à un moment donné. Ils ont même été battus à la dernière journée par Dynamique qui frôlait la relégation même en Ligue 3 à un moment donné. Je ne suis pas étonné par contre par les requins de l'Atlantique. Vous savez, le modèle économique de nos clubs, c'est Monsieur le Président qui fait tout. Et quand Monsieur le Président n'est pas là, ça ne se passe pas bien. On en a vu avec plein de clubs, comme par exemple Éternel, qui finalement a été vendu parce que le président n'est plus là. Donc le modèle économique de nos clubs, quand le président n'est plus là, et on sait que ça ne tourne plus bien. Donc je ne suis pas du tout étonné par ce qui est arrivé aux requins de l'Atlantique. Je suis plutôt étonné pour les Panthères qui étaient en bonne course, qui pouvaient se maintenir en division d'élite. Je pense que ces formations doivent se poser des questions. Il y a Dynamo qui a très bien commencé la saison, qui après a lâché. Et qui va évoluer la saison prochaine en deuxième. Voilà. Donc, non, Dynamo d'Abomey doit être Dynamo de Parakou. Dynamo de Parakou aussi. Voilà, un club qui n'a pas bien négocié sa saison. Si ce n'était pas Tonnerre qui a lâché, des clubs comme Dynamo pouvaient se retrouver en D3 facilement. Donc, il y a des clubs dont les résultats n'ont pas étonné, comme les requins. Mais on est déçu par certains, comme les Dragons qui avaient fini en tête après la première partie, qui ont lâché complètement à la deuxième partie et puis ont perdu leur place au détriment de Coton. Mais on connaissait ce combat de Coton qui reculait pour mieux sauter régulièrement. Ils ont mal commencé la saison. Sur les 4 saisons de ce format-là, Coton n'a jamais bien démarré une saison. Coton n'a jamais pris la première place jusqu'à la fin. Coton vient toujours en dernière position. Voilà. Donc je pense que là aussi, on ne doit pas être super. À un moment donné, Coton était même 16e, 15e, 14e. On se disait s'ils vont pouvoir arriver. Donc ils sont arrivés. Ils l'ont fait progressivement. Monsieur, le cas des Buffs du Borgou, le club du Septentrion a décroché de justesse son ticket pour la Ligue 1 avec la différence de but de 4 buts sur son poursuivant direct. C'est Panthère Football Club qui finit avec 51 points et un goal différentiel de plus 3, contrairement à Buffle FC qui finit avec 51 points, un goal différentiel de plus 7. À un moment donné, hein, il y avait 3 clubs au nord pour 2 places. Il y avait, je crois, Bani Gansé, il y avait Panthère et il y avait les Buffles. Après Cavalier qui avait déjà validé sa bonne place. Donc finalement, Panthère a lâché. Il y a 3 formations du Septentrion qui vont évoluer la saison prochaine en première division. Je pense que ce n'est pas rien. Donc il faut féliciter le football du Septentrion. Et quand on regarde un peu cette formation des Buffs du Borgou, à un moment donné, ça ne marchait pas forcément. Et après, à un moment donné, ils ont eu des problèmes ils ont certainement eu des problèmes de moyens. Après, il y a une société qui est allée à la rescousse. Donc les choses ont certainement changé à ce niveau. Parce qu'une chose est sûre, et il faut le retenir, s'il n'y a pas d'argent dans le football aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas avoir des résultats. Si les joueurs ne sont pas payés, si les joueurs ne mangent pas bien, si les joueurs ne sont pas bien logés, ne sont pas dans de très bonnes conditions, les résultats ne viendront pas. Donc on a vu ce que certains clubs nous ont montré, puisque les moyens sont là. Aspac par exemple, l'Auto-Popo sur les 3 dernières saisons, on a vu ce que ces clubs ont montré. Donc quand vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas faire le football. On a vu, ils ont pris un entraîneur, Hubert Renfort était allé au secours, mais il n'y avait pas trop de moyens. Les clubs, les résultats ne suivaient pas du tout. Donc ils se sont réveillés un peu. C'est vrai qu'ils ont attendu, ils ont mis leur destin dans la main de la dernière journée. S'ils étaient battus à Plaroué par Dadje, ce serait compliqué la situation là. Donc le nul a peut-être sauvé quelque chose, mais je pense qu'il y a un problème au niveau de nos clubs qu'il faut gérer. Il faut structurer de manière à ce que nos clubs puissent avoir des résultats, les moyens accompagnent. À un moment donné, on a parlé de Tonnerre de Boycon négativement.
Tout ça, c'est des choses qu'il faut corriger dans le championnat. Mais il faut saluer aussi les arbitres pour ce qu'ils ont fait cette saison. C'est pas un monde très beau, mais je pense qu'ils ont progressé aussi, comme nos équipes ont progressé. C'est ça. De toute façon, la saison 2024-2025 du championnat professionnel de Ligue Pro du Bénin est pratiquement à la fin. Il ne reste plus que la finale à jouer. Ça sera entre l'équipe de Coton Football Club et celle de Dadje Football Club. Les deux équipes qui s'étaient retrouvées en finale l'année passée. Victoire pour l'équipe de Ouida. Cette année, les deux équipes vont encore se retrouver pour disputer le grand final de la saison. Bon, comme le dit souvent, l'équipe de Dadje va chercher à prendre sa revanche sur le Coton Cutter. Vu le parcours de l'équipe de Dadje lors de la compétition intercontinentale, et Dadje va rêver grand. Dadje va certainement corriger ses erreurs techniques et revenir plus fort. Je m'attends à une finale ISL et je crois que ça ne sera pas facile pour les Coton Cutter de Ouida. Et pour les Coton Cutter de Ouida, ça va être une finale âprement disputée. De toutes les façons, les deux formations sont déjà qualifiées pour une compétition africaine. Oui. Et je pense que le combat sera moins rude à ce niveau. Mais on veut le trophée, on veut le titre. Et je pense que ça va peser aussi. La finale, c'est pour le 14 juin prochain, selon les informations que j'ai eues. Donc on jouera la finale le 14 prochain sur un terrain neutre. Ce qui n'était pas le cas l'année dernière, puisque Dadje était venu jouer la dernière rencontre face à Coton, à Ouida. Donc cette année, ce sera sur un terrain neutre. On verra bien. Ce qui est sûr, c'est déjà une bonne nouvelle que les mêmes clubs reprennent la route pour les compétitions africaines pour continuer à apprendre. Le Bénin doit être ce seul pays où cette année c'est un autre club qui vient, l'année qui arrive c'est un autre club qui arrive, ainsi de suite. On change régulièrement des clubs dans nos compétitions et ça y est après, donc des choses qu'il faut améliorer avec le temps tout simplement. Je pense que si des clubs restent sur la constance, c'est une bonne chose pour les résultats. On voit avec les pays comme la Côte d'Ivoire, vous voyez tout le temps ASEC d'Abidjan, quand vous prenez le Nigeria, vous voyez les Imba, les Enugu Rangers qui reviennent chaque année. Ça fait la constance et ça permet à ces clubs-là de progresser sur le plan financier, sur le plan performance et tout, et ça fait du bien pour le football local. C'est bien cela. On va rappeler très rapidement les différentes équipes qui vont évoluer dans les différentes divisions à partir de la saison prochaine en Ligue 1. Vous allez le voir avec la complicité de la régie en Ligue 1 à partir de la saison 2025-2026. On aura bien entendu Coton Football Club qui va évoluer à partir de la saison prochaine en Ligue 1 béninoise. Le club de Ouida sera accompagné de Dadje Football Club, Espoir FC de Savalou, Dynamo FC d'Abomey, US Cavalier, Loto Popo, Football Club d'Amissa FC, Audio FC de Comé, Buffle du Borgou, Dragon FC, Banigansé, Ayema Football Club, S Soubemap, Asfo, S Cotonou, USS Krake, JS Pobet et puis l'équipe de l'Asparc. Voilà les 18 clubs qui vont évoluer la saison prochaine en Ligue 1 béninoise. Quant à la Ligue 2, vous allez le voir sur le tableau. On a les équipes comme Sita Tunga, Football Club S Police, Avant Omnisport, Requin FC, Adidja, Football Club La Jeunesse Athlétique de Ketou, Aziza Football Club, Ponte FCS, Takounin, Étoile Filante, Beki FC, Abeille FC, Boa FC, Dynamo de Parakou, Énergie FC, Dynamique FC de Djougoria Sport et puis l'équipe de Djefa Football Club. Il faut rappeler que sur ce tableau, Énergie FC et Djefa Football Club sont les deux équipes qui ont assuré leur montée, sinon des équipes qui évoluent en Ligue 3 cette saison et qui ont fait leur montée en division supérieure et donc vont s'ajouter aux 16 clubs qui viennent de la Ligue Pro et vont évoluer à partir de la saison prochaine en Ligue 2 béninoise. Voilà donc le point qui a fait sur l'épilogue, sinon le verdict de la saison 2024-2025 de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Chaque équipe connaît déjà son sort pour la saison prochaine, mais ce qu'on ne connaît pas encore, c'est celui qui va décrocher le titre de champion du Bénin, bien entendu, saison 2024-2025. Et ça sera entre Coton Football Club et Dadje FC comme au cours de la saison passée. Prenez le rendez-vous, ça sera bien entendu dans quelques jours. On va s'intéresser à présent à cette discipline familière au football. Il s'agit du Maracana. Les phases départementales du championnat national de la discipline saison 2025 ont été officiellement lancées ce samedi. Ceci à travers celle de la Ligue Monokufo qui s'est déroulée au stade Omnisport.
de Grand Popo. Elle a réuni 4 équipes qui ont composé les 2 places qualificatives de cette ligue pour la phase nationale du championnat. Voici le point. Coup d'envoi officiel du championnat national de Maracana 2025. Les membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de Maracana lancent ainsi les phases départementales ici au stade Omnisport de Grand Popo. Une première dans l'histoire du championnat de cette discipline depuis plusieurs années au Bénin. Les phases départementales ne sont pas de simples rencontres sportives. Elles sont le reflet de notre volonté de renforcer la pratique du Maracana à la base, de détecter les talents, de créer des dynamiques régionales fortes et surtout de promouvoir la convivialité, la fraternité et l'amitié. Ce championnat est une occasion unique de rassemblement de nos jeunes talents, de promouvoir l'esprit sportif, la discipline et la solidarité. Je suis convaincu que cette journée sera riche en performances, en émotions et en belles rencontres. Pour cette première étape des phases départementales au niveau de la Ligue Mono-Koufo, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Les 4 équipes en lice se sont âprement mesurées au cours de la phase de poule pour s'offrir les places qualificatives à la phase nationale du championnat. Et pour les avoir, il fallait accéder à la finale, étape à laquelle seuls les 2 clubs arrivés premiers au thème de la phase des groupes prennent part. En vert, Prostar Maracana, club leader de la phase des groupes avec 3 victoires en autant de matchs, défie en finale son homologue de l'ABAF Maracana Club. Une finale indécise au terme des 2 tiers-temps qui envoie les 2 équipes à la séance des tirs au but après un score nul et vierge. Dans cette épreuve, les Verts s'imposent avec un tir réussi contre 0 pour leurs adversaires, décrochant ainsi le trophée du championnat départemental de la Ligue Mono-Koufo. Je ne suis pas déçu. Je crois comprendre que c'est le sport qui a gagné. Parce qu'on est allé au tir au but. La finale a répondu du nom de la finale, puisqu'elle a été âprement disputée. Et donc, au tir au but, l'équipe la plus chanceuse a remporté. Et je profite également pour remercier les organisateurs de ce tournoi de Maracana. Et c'est une bonne chose. Et je remercie l'Éternel Dieu qui nous a permis d'aller en finale. C'est bien plus que le championnat qui commence. C'est un mouvement sportif national qui prend forme. Un mouvement fait de passion, d'efforts collectifs et de rêves partagés. Les 2 équipes finalistes de cette phase départementale vont représenter la Ligue Mono-Koufo au cours de la phase finale du championnat prévu se tenir au mois de juillet 2021. Volleyball maintenant pour finir le tour d'horizon, sinon la toute première rubrique de cette émission. Après plusieurs semaines de compétition, le tournoi de volleyball pour la paix a connu son épilogue ce week-end. C'est une compétition qui a réuni cette année des équipes du Bénin et celle venue du Nigeria et a été organisée en étroite collaboration avec la Ligue régionale de volleyball atlantique littoral, Rotary Club d'Abomey-Calavi et la Fédération béninoise de volleyball. Les différentes finales se sont déroulées ce dimanche au Roi des Oies Loisirs et Sports de Cotonou. Voici le point. La pause observée ces dernières semaines au niveau du championnat professionnel de volleyball n'a pas pour autant été une occasion de repos pour les volleyeurs et volleyeuses. Ils ne se sont pas trop éloignés des compétitions puisque plusieurs équipes professionnelles, hommes comme dames, ont participé au tournoi de volleyball pour la paix qui est à sa 2e édition cette année. La toute première finale s'est jouée au niveau des dames et a opposé l'équipe de Vessos à celle d'Alada Olympique. Une finale qui a été d'une belle facture et surtout riche en spectacles et en émotions. Au coup de sifflet final, ce sont les dames de Vessos qui conservent leur trophée devant leurs homologues d'Alada Olympique grâce à leur victoire 3-7-0. C'est au bout du travail qu'on a le résultat. Donc on a vraiment travaillé pour ça. Et puis on a voulu maintenir le titre parce qu'on était championne la saison dernière. Je n'ai pas les mots. Je suis vraiment énervé parce qu'elles n'ont pas respecté les consignes. On en a travaillé, mais je ne sais pas si c'est le stress, mais elles n'ont pas respecté les consignes. Chez les hommes, Alada Olympique, dans son traditionnel maillot bleu-blanc, avait une autre chance de couper la part du gâteau
face à Adidja VBC habillé en blanc et noir. Mais la balle était légèrement haute devant les militaires d'Adidja VBC bien assis défensivement et assez percutants sur les services et les attaques. Au coup de sifflet final, ce sont les blancs et noirs qui s'adjugent le trophée avec une victoire par 3-7 à 0. En face, il y avait une très bonne équipe d'Alada, une équipe composée de très grands joueurs. Certes, on a gagné 3-0, mais ça n'a pas été facile. À voir les scores de 25-22, 25-20, 25-23, c'est vrai que ce fut un beau match. Le score ne reflète pas ce que les gens pensent. On pense que c'est facile, c'est pas facile. Il faut reconnaître que nous avons deux éléments majeurs qui ne sont pas présents ce soir et qui sont allés au pays pour aller fêter. Ils ne sont pas là. Et nous avons profité pour essayer d'autres jeunes qui n'ont pas démérité. Ça nous a permis de jauger le niveau de l'équipe sans ces éléments-là. Ce tournoi a donc été une occasion de remise à niveau pour les différentes équipes participantes. Tout comme l'année précédente, la compétition est restée sur sa ligne de promotion de paix à travers la pratique du volleyball. On a eu droit à un grand choc entre deux équipes, aussi bien au niveau des dames qu'au niveau des hommes. Donc je dirais qu'on a eu un très beau tournoi. Le sport et la paix riment. Qui veut la paix pratique du sport. D'année en année, c'est toujours participatif et je pense que c'est une bonne initiative à continuer les années à venir. Apothéose de l'édition 2025 du tournoi de volleyball pour la paix qui a connu cette année la participation de deux équipes venues du Nigeria. Les organisateurs se tournent d'ores et déjà vers la prochaine édition avec des réflexions sur de nouvelles touches à apporter. On va à présent passer à la rubrique Grand Angle. Allez, Grand Angle Grand Angle s'ouvre ce soir à un art martial. Le Bénin a été représenté les 24 et 25 mai dernier au championnat international de Wushu et s'en sort avec 4 médailles dont 2 en or et 1 en argent, sans oublier celle en bronze. Nous recevons celui qui a réalisé cet exploit pour le Bénin en direct depuis les États-Unis sur Canal Sport ce soir. Il s'agit de Émile Joyi, pratiquant du Wushu, et on le reçoit bien entendu. On me signale qu'il est déjà en ligne. Émile Joyi, bonsoir. Alors, vous me recevez? Oui, on vous reçoit pas ici. Vous avez pris part à l'édition 2025 du championnat international de Wushu Golden State les 24 et 25 mai dernier. Vous étiez en compétition avec près de 2000 athlètes venus de 32 nations au total pour faire complet. Comment s'est déroulée la compétition de votre côté? Oui, la compétition a été à la fois intense et stimulante. Être face à près de 2000 athlètes venus de 32 pays, c'est un vrai test de performance et de sang-froid. Chaque passage demandait de la rigueur, de la maîtrise et une grande capacité à gérer la pression. Donc, grâce à une préparation physique sérieuse, un mental solide et l'expérience acquise lors de mes précédentes compétitions, j'ai pu rester concentré et atteindre mes objectifs avec détermination. C'est ça. Vous avez décroché 2 médailles d'or en épée et bien entendu en lance, une médaille d'argent en forme et une médaille de bronze en style long du Wushu moderne. Bien entendu, Émile, après cette prestation, vous êtes qualifié pour le championnat du monde de Wushu au Brésil. Quel sentiment vous anime quand on sait que vous êtes aujourd'hui l'un des ambassadeurs du Wushu béninois à l'international? C'est un sentiment de fierté mêlé à une grande humilité. Porter les couleurs du Bénin sur la scène internationale est une lourde mais belle responsabilité. Donc je tiens déjà à dire merci à Dieu pour sa protection et son assistance. Dire merci à mes parents pour leur guidance et assistance. Je dis merci à mon maître Pablo Dinopiné pour tout ce qu'il fait pour moi au quotidien. Merci au grand maître Patrick Komonom, qui est le président de la Fédération béninoise de Wushu, pour sa vision, et tous les maîtres de la fédération dans leur grade et aussi pour l'engagement. Donc grâce à cette fédération, j'ai pu être envoyé au monastère de Shaolin, une expérience déterminante qui m'a formé, qui a formé ma pratique du Wushu et ma philosophie de vie. Donc être ambassadeur du Wushu béninois, c'est d'abord honorer
toutes les personnes qui m'ont permis d'en arriver là. C'est ça. Votre prochain défi, c'est le 17e championnat du monde de Wushu prévu du 31 août au 6 septembre 2025 qui va avoir lieu au Brésil. Avez-vous déjà une idée sur le niveau de cette étape, sinon de ce mondial? Et après, est-ce que vous vous penchez déjà sur la préparation de cette prochaine échéance? Oui, je suis pleinement conscient que le championnat du monde est le sommet du Wushu mondial. Donc le niveau technique est extrêmement élevé avec les athlètes venus d'Asie, d'Europe, d'Amérique et d'Afrique, qui sont d'ailleurs les meilleurs de leur pays et voilà, les meilleurs du continent. Donc ce sera une compétition exigeante, mais je me prépare avec beaucoup de sérieux pour y faire honneur à mon pays. On va vous souhaiter bonne chance pour votre préparation et vivement que vous portez encore plus haut l'étendard du Bénin sur la scène internationale du Wushu. Sans transition, on va revenir par ici à Cotonou et passer à notre rubrique exclusivité. En exclusivité, ce soir, nous recevons pour vous le président de la Fédération béninoise d'athlétisme, Virin Degon. Avec lui, nous ferons le bilan des récentes activités et les perspectives du développement de l'athlétisme au Bénin. Monsieur Virin Degon, bonsoir. Bonsoir, chers journalistes, bonsoir, chers téléspectateurs. Merci de venir par ici. Il y a quelques semaines, votre comité, bien entendu, il y a quelques semaines, votre comité exécutif a tenu le conseil fédéral. Quelles sont les grandes décisions de cette dernière réunion du comité directeur fédéral? Oui, comme tu l'as dit, il y a quelques jours, le comité directeur a tenu une réunion et au cours de cette séance, nous avons pris certaines décisions et dont je vais vous énumérer quelques-unes par rapport à la santé de nos athlètes surtout. Et nous avons pris la décision de faire rentrer un athlète de Dakar pour le traiter parce qu'il est malade. Il faut le faire venir au Bénin pour le traiter. Il y a aussi une athlète qui à la compétition de gymnasiade en 2024 a eu un petit bobo au genou. On a constaté que ça continue, donc nous avons aussi pris la décision de la traiter parce que c'est une femme pour que très prochainement elle puisse retrouver la piste en de très bonne santé. C'est ça, voilà. Donc quelques décisions qui quelques sont décisions, nous avons pris d'autres, donc je garde quand même. C'est ça. Monsieur Virin Degon, quel bilan faites-vous sinon, quel bilan faut-il retenir de la participation des athlètes béninois aux différentes compétitions passées? Oui, nous avons pris part au championnat des 5 nations à Abidjan le mois de mai passé, et puis nos athlètes U18, U20 surtout, c'est les jeunes, ils sont rentrés avec une trentaine de médailles, 10 en or, 10 en argent, et puis 13 en argent et puis 7 en bronze. Et si vous permettez, je vais quand même vous donner certains athlètes qui ont pu quand même tenir la tête. Oui, très rapidement. Merci beaucoup. Il y a le Sonor Rufine qui est en train d'avoir aujourd'hui 11 ans, qui au 1500 et au 800 mètres a vraiment fait du fort. Elle a eu la médaille d'or, deux d'ailleurs à cette discipline. Et comme je l'ai toujours, j'ai toujours aussi l'habitude de le dire, l'athlétisme, c'est d'abord la performance. C'est-à-dire une fille de 15 ans qui déjà a couru les 800 mètres en 2,14. On va dire la préparation de la relève de Nouali Yarigo qui est en match. Ça se prépare très très bien. Et puis aux 400 mètres, nous avons vu un jeune Akpa
Daniel, et qui a couru les 400 mètres en 49 secondes. Lui aussi, il est de 2008. Donc, je vois que les jeunes sont en train d'émerger sérieusement, mais nous sommes à pied d'œuvre pour que l'athlétisme puisse parler d'elle très prochainement, plus que ça. C'est ça, pour que l'athlétisme béninois puisse parler de cette discipline, bien entendu, au Bénin, et même sur le plan continental qu'international. Qu'en est-il de la préparation des prochaines échéances en vue pour le Bénin? Oui, en ce qui concerne les préparations, avant de parler préparation, il faudrait que je parle des échéances prochaines. Nous avons en vue les championnats d'Afrique U18, U20. Ça serait du 16 au 23 juillet du côté d'Abeokuta au Nigeria. Et nous avons les championnats du monde plein air où Noélie Yarigo est déjà qualifiée. Donc ça c'est en septembre au Japon. Et nous avons les championnats ouest africains, mais cette fois-ci senior à Accra, qui sera pour le mois d'août. Alors, préparation, je peux déjà vous dire que pour les championnats d'Afrique, nous allons ouvrir déjà le 22 juillet prochain à Grand Popo une séance de mise au vert qui va regrouper tous les participants pour les championnats d'Afrique avec les entraîneurs pour les mettre en condition. Voilà, donc, et qu'en est-il du programme établi par le comité exécutif en vue d'apporter son soutien aux différents athlètes qui évoluent aussi bien au plan national qu'à l'international? Oui, vous savez que comme le fait déjà l'État, appuyer les fédérations pour que les athlètes qui émergent soient quand même aidés. La fédération a mis en place un programme d'assistance qui prend en compte et les athlètes et les entraîneurs. Parlant de ces athlètes, nous en avons qui sont au Bénin et nous en avons qui sont encore à l'extérieur. Oui. Donc nous apportons le peu que nous avons pour eux, pour qu'ils puissent quand même se préparer. Et pour cela, je peux déjà citer quelques-uns en dehors de Yarigo, Noélie et puis Odile Awamano. Nous avons Agassi William qui est aujourd'hui aux États-Unis. Nous avons Yohan Awansou qui est lui en France. Nous avons Ntia qui est aussi en France. Et parlant de ceux qui sont ici, nous avons les athlètes que vous connaissez certainement. Mais cette fois-ci, nous avons intégré les jeunes parce que nous avons vu que mettre déjà l'accent sur eux, ça va nous apporter des fruits très prochainement. Et parlant de jeunes, on va y aller très rapidement. Le programme de croissance des jeunes talents, on entend dans les coulisses qu'il y a un programme qui affiche justement l'ambition de la Fédération béninoise d'athlétisme autour des Jeux olympiques de la jeunesse. Oui, par rapport à ça, je vais vous dire que la Fédération a écrit un projet à World Athlétique où ce programme a été accepté. Et pour ça, nous avons 5 ans pour ces jeunes en prélude à Dakar 2026. Et ce camp aussi va démarrer très prochainement. Donc nous sommes à pied d'œuvre pour que les jeunes puissent quand même émerger. Et ce camp est financé entièrement par le World Athletic. Et toujours dans cette idée, le Bénin vient d'être aussi désigné pour
abriter une compétition francophone en vue de donner plus de chances à nos athlètes pour aussi Dakar 2026. Donc nous sommes à pied d'œuvre pour alors exécuter tout ça là. Quand on regarde toutes ces ambitions et tous ces programmes, quel est le travail que fait la direction technique nationale de la fédération dans ce sens? Oui, avant de parler du travail que fait la direction technique, je tiens quand même à remercier le chef de l'État qui, avec son jeune ministre Dato, qui a compris que la fédération ne peut pas évoluer sans la direction technique, et aussi la direction technique ne peut pas continuer à être bénévole. Et c'est pourquoi ils ont recruté des entraîneurs pour financer, et désormais la direction technique aujourd'hui est payée par mois, et donc ils ont l'obligation de résultats. Ils sont à pied d'œuvre, et le DTN ne laisse pas ceux qui sont autour de lui, ne les laisse plus, pour que désormais nous puissions parler de très bons résultats. Monsieur Virin Degon, un mot pour boucler cet entretien. Pour boucler cet entretien, je vais remercier tous ceux-là qui, de près ou de loin, nous assistent pour que le travail soit quand même fait. Je vais remercier l'État qui a mis les fonds à notre disposition pour que nous puissions quand même faire ce que nous sommes en train de faire. Et je vais aussi demander aux partenaires de venir vers nous. Nous sommes en train d'aller vers eux, de nous accepter pour que nous puissions trouver plus de moyens pour pouvoir assister beaucoup plus de nos athlètes. Merci. Et sans aussi oublier les chers du truc, la média, qui de nous ou de nous assistent pour faire de la lumière sur ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup à tout le monde. Nous vous remercions également, monsieur Virin Degon. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération béninoise d'athlétisme. Vous êtes venu par ici faire avec nous le bilan des récentes activités de votre comité exécutif, en tout cas de la fédération que vous dirigez, et fait des projections sur les prochaines activités, les prochaines échéances en vue pour les athlètes béninois, et bien entendu pour le Bénin sur la scène internationale de l'athlétisme. Derrière vous se referme ce deuxième numéro de Canal Sport de ce mois de juin 2025. Merci à toutes et à tous d'être restés en notre compagnie durant près d'une heure de temps pour décrypter l'actualité sportive sur les antennes de Canal 3 Bénin. Nous retrouvons lundi prochain pour un nouveau numéro.